Bonsoir à tous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous porter par cette histoire extraordinaire. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans le temps profond, ce concept vertigineux qui défie notre imagination humaine. Nous allons explorer l'âge de la Terre, non pas en années ordinaires que nous comptons quotidiennement, mais en milliards d'années, en éons entiers qui s'étirent comme des océans infinis de temps. Imaginez un instant que toute l'histoire de notre planète soit condensée en une seule année calendaire. Dans cette échelle vertigineuse, chaque mois représenterait 383 millions d'années. 383 millions d'années dans un seul mois. Laissez cette idée s'installer doucement dans votre esprit. Si nous commencions notre année géologique le 1er janvier, la Terre se formerait dans les tourbillons brûlants d'une nébuleuse solaire naissante. Et nous, les êtres humains, n'apparaîtrions que dans les toutes dernières minutes du 31 décembre, juste avant minuit. La Terre s'est formée il y a environ 4 600 millions d'années. 4,6 milliards. C'est un nombre qui dépasse notre entendement quotidien, qui échappe à notre perception immédiate du temps. Nous vivons dans des cycles de jours, de semaines, d'années. Nous comprenons intuitivement ce qu'est une décennie, peut-être même un siècle si nous faisons un effort d'imagination. Mais 1 milliard d'années, c'est 1000 millions d'années, et la Terre en compte plus de 4500 fois 1 million dans son histoire. Pour vous donner une perspective, si vous comptiez de 1 jusqu'à 1 milliard, sans vous arrêter, à raison d'un nombre par seconde, il vous faudrait plus de 31 ans. 31 ans de comptage ininterrompu, jour et nuit, sans sommeil, sans pause, juste pour atteindre 1 milliard. Maintenant, multipliez cela par 4,6 et vous commencerez à entrevoir l'immensité du temps géologique. Cette notion de temps profond est relativement récente dans l'histoire de la pensée humaine. Pendant des millénaires, les civilisations croyaient que la Terre était jeune, créée il y a quelques milliers d'années seulement. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les géologues ont commencé à comprendre que les roches sous nos pieds racontaient une histoire bien plus ancienne, bien plus longue que tout ce que l'humanité avait imaginé. Les strates de calcaire, les formations volcaniques, les fossiles enchâssés dans la pierre, tous ces témoins silencieux murmuraient une vérité stupéfiante. La Terre était incroyablement, vertigineusement vieille. Au début du XXe siècle, grâce à la découverte de la radioactivité et au développement de méthodes de datation radiométrique, les scientifiques ont enfin pu mesurer avec précision l'âge des roches. Ces techniques reposent sur un principe fascinant. Certains éléments radioactifs se désintègrent de manière prévisible, comme une horloge naturelle qui ne s'arrête jamais. L'uranium se transforme lentement en plomb, le potassium en argon, le rubidium en strontium. En mesurant les proportions de ces éléments dans les roches anciennes, les géologues peuvent déterminer quand ces roches se sont formées. La datation radiométrique a révélé que les plus anciennes roches terrestres que nous ayons découvertes ont environ 4 milliards d'années. Mais la Terre elle-même est encore plus ancienne. Comment le savons-nous? Par l'étude des météorites. Ces fragments de roches venus de l'espace sont les restes du nuage de poussière et de gaz qui a formé notre système solaire.
En datant ces météorites, les scientifiques ont pu déterminer que le système solaire tout entier s'est formé il y a environ 4 milliards 600 millions d'années, et la Terre avec lui. Remontons donc ensemble à cette époque primordiale, à cette naissance dans le chaos et le feu. Il y a 4 milliards 600 millions d'années, là où se trouve aujourd'hui notre système solaire paisible, il n'y avait qu'un immense nuage de gaz et de poussière tournoyant lentement dans l'espace. On l'appelle la nébuleuse solaire. Ce nuage mesurait des milliards de kilomètres de diamètre et contenait tous les éléments qui composeraient un jour le Soleil, les planètes, les lunes, les astéroïdes et finalement nous-mêmes. Quelque chose a perturbé ce nuage paisible. Peut-être l'onde de choc d'une supernova voisine, une étoile massive qui explosait dans un cataclysme lumineux à des années-lumière de distance. Cette perturbation a provoqué l'effondrement gravitationnel du nuage. La matière a commencé à s'accumuler au centre, de plus en plus dense, de plus en plus chaude. La pression et la température augmentaient sans cesse. Et puis, dans un moment de transcendance cosmique, la fusion nucléaire a commencé. Le Soleil s'est allumé. Cette naissance solaire a consommé plus de 99% de la matière disponible dans la nébuleuse. Mais il restait une quantité infime de gaz et de poussière tournoyant autour de la jeune étoile dans un disque aplati. C'est dans ce disque que la Terre allait naître, grain de poussière par grain de poussière, collision après collision. Au début, il n'y avait que de minuscules particules de poussière flottant dans ce disque protoplanétaire. Mais ces particules entraient en collision les unes avec les autres, et parfois elles adhéraient ensemble. 2 grains devenaient un, puis ce grain double rencontrait un autre, et ils formaient un agrégat plus grand. Lentement, inexorablement, ces agrégats grandissaient. Des millimètres devenaient des centimètres devenaient des mètres devenaient des kilomètres. Ces corps en croissance, appelés planétésimaux, continuaient à se percuter et à fusionner. Le processus était chaotique et violent. Imaginez des millions de roches de la taille de montagnes se précipitant les unes vers les autres à des vitesses vertigineuses, se fracassant dans des explosions d'énergie qui auraient vaporisé n'importe quelle forme de vie, mais il n'y avait pas de vie alors, seulement le feu, la roche et la gravité. Au fil de millions d'années, quelques planétésimaux sont devenus dominants, leur gravité attirant de plus en plus de matière. Dans la région intérieure du système solaire, 4 embryons planétaires ont émergé: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces protoplanètes continuaient à grossir, balayant leurs orbites de tout ce qui se trouvait sur leur chemin. La jeune Terre était un monde infernal. Chaque impact d'astéroïde ou de planétésimal ajoutait non seulement de la masse, mais aussi une quantité colossale d'énergie cinétique qui se transformait en chaleur. La surface de la planète était un océan de magma fondu, une mer de roches liquides brillant d'un rouge orangé incandescent sous un ciel noir de suie. Il n'y avait pas d'océan d'eau, pas de continent solide, pas d'atmosphère respirable, juste la chaleur, le feu et l'impact incessant de débris spatiaux. Cette période primordiale de l'histoire terrestre porte un nom approprié, l'éon Hadéen, Hadéen du nom d'Hadès, le dieu grec des enfers. Cette époque s'étend de la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, jusqu'à environ 4 milliards d'années avant le présent. C'est une période dont nous ne savons que très peu de choses, car presque aucune roche de cette époque n'a survécu jusqu'à aujourd'hui.
Les processus géologiques ultérieurs, les mouvements tectoniques, l'érosion, le recyclage de la croûte terrestre, tout cela a effacé les traces directes de ces premiers temps. Mais nous pouvons déduire beaucoup de choses à partir d'indices indirects. L'atmosphère de la Terre primitive, par exemple, était totalement différente de celle que nous respirons aujourd'hui. Il n'y avait pratiquement pas d'oxygène libre. Au lieu de cela, l'atmosphère ADN était probablement composée de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone, de méthane, d'ammoniac et de gaz nobles comme le néon. C'était une atmosphère toxique pour toute forme de vie que nous connaissons, une soupe chimique épaisse et opaque. Cette atmosphère provenait en grande partie du dégazage volcanique. La jeune Terre était géologiquement hyperactive. Des volcans innombrables perçaient la croûte mince, vomissant des rivières de lave et des panaches de gaz. Chaque éruption libérait dans l'atmosphère des gaz qui avaient été piégés dans les roches et les minéraux. Ce processus de dégazage a construit l'atmosphère primitive couche après couche, souffle après souffle volcanique. Mais l'événement le plus dramatique de l'éon AD1 était encore à venir. Il y a environ 4,5 milliards d'années, soit seulement 100 millions d'années après la formation de la Terre, quelque chose de cataclysmique s'est produit. Une protoplanète de la taille de Mars, que les scientifiques ont surnommée Théa, est entrée en collision avec la Terre. Essayez d'imaginer cela. Une planète entière, peut-être 1/10 de la masse terrestre, fonçant à travers l'espace et percutant notre monde avec une violence inimaginable. L'impact a été si puissant qu'il a instantanément vaporisé des portions entières des deux planètes. Des quantités colossales de roches fondues et de débris ont été éjectées dans l'espace, formant un anneau incandescent autour de la Terre. La chaleur était si intense que la surface entière de notre planète a fondu de nouveau, créant un océan global de magma profond de centaines de kilomètres. Mais de cette destruction apocalyptique est né quelque chose de merveilleux. Les débris en orbite autour de la Terre ont commencé à s'agglomérer, attirés les uns vers les autres par la gravité. En l'espace de quelques millions d'années, peut-être même de quelques milliers d'années selon certaines simulations, ces débris se sont assemblés pour former un nouveau corps céleste, la Lune. Notre Lune, ce compagnon fidèle qui illumine nos nuits depuis la nuit des temps, est donc née dans le feu d'une collision planétaire. Elle s'est formée extraordinairement proche de la Terre, peut-être à seulement 20 000 kilomètres de distance, comparé aux 384 000 kilomètres qui nous séparent aujourd'hui. Vue depuis la surface terrestre, si quelqu'un avait pu se tenir là, la Lune aurait occupé un quart du ciel, immense et menaçante. Cette proximité avait des conséquences dramatiques. Les forces de marée entre la Terre et la Lune étaient incroyablement puissantes. Si aujourd'hui la Lune provoque des marées de quelques mètres dans nos océans, à l'époque ADN, ces forces auraient soulevé des vagues de roches fondues hautes de centaines de mètres. De plus, la Terre tournait beaucoup plus rapidement sur elle-même. Une journée ne durait que 5 ou 6 heures. Imaginez le soleil se levant et se couchant 4 fois plus vite qu'aujourd'hui, dans un ciel orange brumeux où brillait une lune gigantesque. Lentement, très lentement, la Terre a commencé à se refroidir. L'océan de magma s'est solidifié en surface, formant une croûte primitive. Cette croûte était encore très mince et instable, constamment brisée et reformée par les convulsions internes de la planète. Mais elle marquait le début d'une transition fondamentale. À mesure que la température baissait, la vapeur d'eau dans l'atmosphère a commencé à se condenser.
Imaginez les premières pluies terrestres. Pas de petites averses timides, mais des déluges titanesques qui ont duré peut-être des milliers, voire des millions d'années. L'eau tombait du ciel en torrents ininterrompus, frappant la roche encore chaude et s'évaporant instantanément dans un sifflement de vapeur. Mais petit à petit, la surface se refroidissait suffisamment pour que l'eau puisse rester liquide. Les premières flaques sont devenues des mares, les mares sont devenues des lacs, les lacs se sont étendus en mer et finalement, les mers se sont unies pour former les premiers océans. L'eau liquide, ce solvant universel, ce berceau de la vie, couvrait maintenant la surface de notre planète. On pense que ces océans primitifs se sont formés relativement rapidement à l'échelle géologique, peut-être en seulement 10 ou 20 millions d'années après que la température soit tombée sous le point d'ébullition de l'eau. Ces océans adéens n'auraient pas ressemblé à ceux que nous connaissons. Ils étaient probablement chauds, peut-être même presque bouillants dans certaines régions. Ils étaient acides, chargés de dioxyde de carbone dissous qui formait de l'acide carbonique. Et ils contenaient des concentrations élevées de fer dissous et d'autres minéraux, leur donnant peut-être une teinte verdâtre ou brunâtre plutôt que le bleu azur que nous associons aux océans d'aujourd'hui. Pourtant, malgré ces conditions hostiles, ces océans primitifs étaient cruciaux. Car dans leur profondeur, dans les cheminées hydrothermales au fond des mers, où l'eau chaude chargée de minéraux jaillissait de la croûte terrestre, les réactions chimiques nécessaires à l'origine de la vie pouvaient avoir lieu. Mais nous reviendrons sur cette histoire fascinante plus tard. Vers la fin de l'éon adéen, il y a environ 4 milliards d'années, la Terre avait pris une forme que nous commencerions à reconnaître. Il y avait des océans, probablement mondiaux, avec peut-être quelques îles volcaniques émergeant çà et là. Il y avait une atmosphère épaisse, même si elle était encore irrespirable pour nous. Et surtout, le bombardement intensif par des astéroïdes et des comètes avait considérablement diminué, même s'il n'avait pas complètement cessé. C'est ici que nous entrons dans l'éon archéen, qui s'étend de 4 milliards d'années à 2 milliards et demi d'années avant le présent. Le nom archéen vient du grec ancien archaïos, qui signifie ancien ou primitif. Et en effet, c'était une époque ancienne, mais aussi une époque de transformation profonde. Au début de l'Archéen, les continents tels que nous les connaissons n'existaient pas encore. Au lieu de cela, il y avait probablement de nombreuses petites masses de terre, des proto-continents si vous voulez, composés de roches plus légères qui flottaient sur le manteau plus dense en dessous. Ces proto-continents grandissaient lentement par accrétion et par les processus volcaniques qui amenaient de nouvelles roches à la surface. La tectonique des plaques, ce processus fondamental qui façonne notre planète aujourd'hui, commençait peut-être à se mettre en place, bien que les scientifiques débattent encore de sa forme exacte à l'époque archéenne. Le manteau terrestre était plus chaud qu'aujourd'hui, ce qui signifie que les processus géologiques étaient plus vigoureux, les volcans étaient plus nombreux et plus actifs. Le flux de chaleur de l'intérieur vers la surface était plus élevé. Mais la transformation la plus remarquable de l'Archéen n'était pas géologique, c'était biologique. Quelque part dans ces océans primitifs, à un moment que nous ne pouvons préciser avec exactitude, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La vie est apparue. Les preuves les plus anciennes de vie sur Terre remontent à environ 3 milliards et demi d'années, peut-être même un peu plus tôt. Ces preuves prennent plusieurs formes. D'abord, il y a des microfossiles,
des structures microscopiques dans les roches anciennes qui ressemblent à des bactéries fossilisées. Ensuite, il y a des signatures chimiques dans les roches, des ratios d'isotopes de carbone qui suggèrent l'activité métabolique d'organismes vivants. Et enfin, il y a les stromatolites. Les stromatolites sont des structures fascinantes, des roches stratifiées formées par des communautés de micro-organismes, principalement des cyanobactéries. Ces microbes forment des tapis visqueux sur des surfaces sous l'eau. Ils piègent et lient les particules de sédiments et au fil du temps, couche après couche, ils construisent des monticules rocheux distinctifs qui peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur. Les plus anciennes stromatolites que nous ayons découvertes ont environ 3,5 milliards d'années, trouvées dans des formations rocheuses en Australie occidentale. Ce qui est remarquable, c'est que les stromatolites existent encore aujourd'hui. Dans quelques endroits spéciaux sur Terre, comme la baie Shark en Australie ou certains lacs salés, on peut voir des stromatolites vivants, construits par des cyanobactéries modernes. Ils ressemblent à leurs ancêtres d'il y a plus de 3 milliards d'années. C'est un lien direct, tangible, avec le passé le plus profond de la vie terrestre. Ces premières formes de vie étaient toutes unicellulaires. Elles appartenaient au domaine des bactéries et des archées, ces micro-organismes simples sans noyau cellulaire. Mais ne vous méprenez pas sur le mot « simple ». Même les bactéries les plus simples sont des merveilles de complexité biochimique avec des systèmes élaborés pour générer de l'énergie, reproduire leur ADN et répondre à leur environnement. Ces microbes primitifs ont développé une variété étonnante de stratégies métaboliques pour survivre. Certains tiraient leur énergie de réactions chimiques impliquant des composés soufrés ou du fer. D'autres utilisaient la chaleur des évents hydrothermaux. Et puis, à un moment donné durant l'Archéen, un groupe de bactéries a développé peut-être l'innovation biologique la plus importante de l'histoire de la Terre, la photosynthèse oxygénique. La photosynthèse oxygénique est le processus par lequel les organismes utilisent l'énergie du soleil pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en sucre, libérant de l'oxygène comme sous-produit. C'est le processus que les plantes utilisent aujourd'hui, mais il a été inventé par les cyanobactéries il y a environ 3 milliards d'années, peut-être même un peu plus tôt. Au début, cet oxygène n'avait aucun effet sur l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il réagissait immédiatement avec d'autres substances. L'océan archéen contenait d'énormes quantités de fer dissous. Quand l'oxygène libéré par les cyanobactéries entrait en contact avec ce fer, il formait de l'oxyde de fer, de la rouille essentiellement, qui précipitait au fond de l'océan. Ce processus a créé des formations géologiques distinctives appelées formations de fer rubané, des couches alternées de roches riches en fer et de schertes, que l'on trouve partout dans le monde dans les roches archéennes et du début du Protérozoïque. Pendant des centaines de millions d'années, les cyanobactéries ont continué à produire de l'oxygène, et cet oxygène a continué à oxyder le fer dans les océans. C'était un puits chimique qui absorbait tout l'oxygène produit. Mais les puits ont des fonds. Finalement, après peut-être 1 milliard d'années de ce processus, tout le fer dissous dans les océans a été oxydé. Il ne restait plus rien pour absorber l'oxygène. Et c'est alors que tout a changé. Nous arrivons maintenant à l'éon protérozoïque, qui s'étend de 2,5 milliards d'années à 541 millions d'années avant le présent. Le nom protérozoïque signifie « vie antérieure », et c'est durant cet éon que la vie a vraiment transformé notre planète. L'événement le plus dramatique du début du Protérozoïque est ce qu'on appelle la Grande Oxydation, également connue sous le nom de catastrophe de l'oxygène. Il y a environ 2,4 milliards d'années, l'oxygène produit par les cyanobactéries a commencé à s'accumuler dans l'atmosphère. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre,
l'air contenait des quantités significatives d'oxygène libre. Pour nous, habitués à respirer de l'oxygène, cela semble être une bonne chose, mais pour la vie de l'époque, c'était un désastre. L'oxygène est un gaz hautement réactif, un puissant oxydant qui peut endommager les molécules biologiques. Pour les micro-organismes qui avaient évolué dans un monde sans oxygène, ce gaz était un poison mortel. La grande oxydation a probablement provoqué une extinction massive de nombreuses formes de vie anaérobie. Mais comme toujours dans l'évolution, la crise était aussi une opportunité. Certains organismes ont développé des moyens de se protéger de l'oxygène ou même de l'utiliser à leur avantage. La respiration aérobie, le processus par lequel les cellules utilisent l'oxygène pour extraire beaucoup plus d'énergie des nutriments, est apparue. Cette innovation a rendu disponible une quantité d'énergie sans précédent, ouvrant de nouvelles possibilités évolutives. La grande oxydation a également eu des effets planétaires dramatiques. Le méthane, qui était un composant majeur de l'atmosphère archéenne, a réagi avec l'oxygène et a été détruit. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre, bien plus efficace que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur. Sa disparition a entraîné un refroidissement global brutal. La Terre est entrée dans ce qu'on appelle l'événement glaciaire huronien, une période de glaciation qui a peut-être duré 300 millions d'années. Certaines preuves suggèrent que la Terre entière était recouverte de glace durant certaines phases de cet événement, créant une Terre boule de neige. Imaginez cela, une planète entière transformée en une sphère glacée, avec des océans gelés de pôle en pôle et seulement quelques zones d'eau liquide près de l'équateur ou autour de sources hydrothermales. La vie a survécu, bien sûr, principalement dans les océans, sous la glace, mais c'était une époque de grand stress évolutif. Finalement, les volcans ont libéré suffisamment de dioxyde de carbone dans l'atmosphère pour réchauffer la planète et faire fondre les glaces. Le cycle a pu se répéter plusieurs fois durant le Protérozoïque. Ces événements de terre boule de neige, s'ils se sont vraiment produits, auraient été des moments cruciaux dans l'histoire de la vie, poussant l'évolution dans de nouvelles directions. Mais le Protérozoïque nous réserve une autre surprise majeure. Il y a environ 2 milliards d'années, peut-être un peu plus tôt, les cellules eucaryotes sont apparues. Ce sont des cellules beaucoup plus complexes que les bactéries, avec un noyau contenant l'ADN et de nombreux organites spécialisés à l'intérieur de la cellule. L'histoire de l'apparition des eucaryotes est fascinante. Il semble qu'elle implique une symbiose, une association intime entre différents types de cellules. Une bactérie capable de respiration aérobie a probablement été engloutie par une autre cellule plus grande, mais au lieu d'être digérée, elle a survécu à l'intérieur de son hôte. Cette bactérie interne est devenue avec le temps la mitochondrie, l'organite qui produit de l'énergie dans toutes les cellules eucaryotes. Un événement similaire a probablement donné naissance aux chloroplastes, les organites photosynthétiques des plantes, lorsqu'une cyanobactérie a été incorporée dans une cellule eucaryote. Ces symbioses étaient des innovations révolutionnaires. Les cellules eucaryotes, avec leur organisation interne complexe et leur capacité à générer beaucoup d'énergie, pouvaient devenir beaucoup plus grandes et plus complexes que les cellules prokaryotes. Elles pouvaient se spécialiser et surtout, elles pouvaient s'associer pour former des organismes multicellulaires. Les premiers organismes multicellulaires apparaissent dans les archives fossiles il y a environ 2 milliards d'années. Au début, c'étaient des créatures simples, probablement des colonies de cellules similaires qui travaillaient ensemble. Mais avec le temps, la complexité a augmenté. Différentes cellules au sein d'un organisme ont commencé à se spécialiser pour différentes fonctions.
Certaines cellules se sont spécialisées dans la capture de la lumière pour la photosynthèse, d'autres dans le mouvement, d'autres encore dans la reproduction. Durant la majeure partie du Protérozoïque, cependant, la vie restait largement microscopique. Si vous pouviez voyager dans le temps et visiter la Terre d'il y a 1 milliard d'années, vous verriez un monde étrange. Les océans seraient vastes et relativement vides à l'œil nu, bien qu'ils grouillent de vie microscopique. Les terres émergées seraient nues et stériles, sans plantes, sans animaux, sans sol à proprement parler, juste de la roche exposée aux éléments. Le ciel serait peut-être d'une teinte différente de celle d'aujourd'hui, avec des nuages qui se formeraient selon des modèles météorologiques régis par une rotation terrestre plus rapide et une lune plus proche. Les continents eux-mêmes dansaient une danse géologique lente mais incessante. Au cours du Protérozoïque, les masses continentales se sont assemblées et séparées à plusieurs reprises, formant des supercontinents qui existaient pendant des centaines de millions d'années avant de se fragmenter de nouveau. Un de ces supercontinents, appelé Rodinia, s'est formé il y a environ 1 milliard d'années et a commencé à se briser il y a environ 750 millions d'années. La fragmentation de Rodinia a été suivie par une autre série de glaciations extrêmes, les événements de terre-boule de neige du néoprotérozoïque il y a environ 720 et 650 millions d'années. Ces glaciations étaient peut-être encore plus sévères que celles du début du Protérozoïque, avec des calottes glaciaires s'étendant jusqu'à l'équateur. Mais après la fonte des glaces, il y a environ 635 millions d'années, quelque chose de remarquable s'est produit. La vie a explosé dans une diversité de formes complexes. C'est l'apparition de la faune de l'Édiacarien, du nom des collines d'Ediacara en Australie, où ces fossiles ont été découverts pour la première fois. Les organismes édiacariens étaient des créatures étranges et merveilleuses, totalement différentes de tout ce qui existe aujourd'hui. Beaucoup ressemblaient à des structures en forme de feuilles ou de plumes attachées au fond marin ou flottant dans l'eau. Certains avaient des corps segmentés, d'autres des formes tubulaires. Ils pouvaient atteindre des tailles considérables, certains mesurant plus d'1 mètre de long. C'étaient probablement pour la plupart des créatures à corps mou, sans coquille dure ni squelette. La nature exacte de ces organismes reste mystérieuse. Certains scientifiques pensent qu'ils représentent des expériences évolutives qui n'ont finalement pas survécu. D'autres suggèrent qu'ils pourraient être les ancêtres de certains groupes d'animaux modernes. Quoi qu'il en soit, leur apparition marque un tournant crucial. La vie macroscopique, complexe, multicellulaire, était là pour rester. Et puis, il y a environ 541 millions d'années, nous atteignions l'un des événements les plus spectaculaires de toute l'histoire de la vie, l'explosion cambrienne. C'est la transition entre l'éon protérozoïque et l'éon phanérozoïque, l'éon de la vie visible, celui dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Le phanérozoïque est divisé en 3 ères. Le paléozoïque, qui signifie vie ancienne, de 541 à 252 millions d'années avant le présent, le mésozoïque, vie moyenne, de 252 à 66 millions d'années, et le cénozoïque, vie récente, de 66 millions d'années jusqu'à aujourd'hui. L'explosion cambrienne, au début du Paléozoïque, est ainsi nommée parce que dans une période géologiquement très courte, peut-être seulement 10 à 25 millions d'années, presque tous les principaux groupes d'animaux que nous connaissons aujourd'hui sont apparus dans l'archive fossile. Arthropodes, mollusques, échinodermes, chordés, tous font leur première apparition durant cette période. Ces forêts ont transformé la Terre.
Elles ont créé du sol en décomposant les roches avec leurs racines et en ajoutant de la matière organique. Elles ont modifié le climat, influençant les cycles de l'eau et absorbant du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et elles ont créé de nouveaux habitats que les animaux pouvaient coloniser. Les arthropodes ont été parmi les premiers animaux à suivre les plantes sur Terre. Des millipèdes géants rampaient sur le sol des forêts, certains atteignant 2 mètres de long. Des scorpions primitifs chassaient parmi la litière de feuilles. Et puis, durant le Dévonien, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les premiers vertébrés ont quitté l'eau pour la terre. Ces premiers tétrapodes, descendants de poissons à nageoires lobées, ressemblaient probablement plus à des amphibiens modernes. Ils avaient 4 pattes, mais passaient encore beaucoup de temps dans l'eau. Lentement, sur des millions d'années, ils se sont adaptés de mieux en mieux à la vie terrestre. Ils ont développé des poumons plus efficaces, des peaux moins perméables pour retenir l'humidité et des œufs qui pouvaient être pondus sur Terre. Le Dévonien est parfois appelé l'âge des poissons, car les poissons se sont énormément diversifiés durant cette période, remplissant tous les niches écologiques des océans et des cours d'eau. Mais il s'est terminé par une extinction massive il y a environ 359 millions d'années, la deuxième des 5 grandes extinctions de masse du Phanérozoïque. Puis vint le Carbonifère, de 359 à 299 millions d'années, ainsi nommé pour les vastes dépôts de charbon qui se sont formés durant cette période. Le Carbonifère était une époque de forêts luxuriantes et de marécages géants, couvrant de vastes étendues des continents. Ces forêts étaient composées de fougères arborescentes géantes, de prêles et de lycopodes qui pouvaient atteindre 30 mètres de haut. Les océans cambriens grouillaient soudainement de vie complexe. Il y avait des trilobites, ces arthropodes emblématiques avec leur corps segmenté et leurs yeux composés complexes. Il y avait Anomalocaris, un prédateur redoutable pouvant atteindre 1 mètre de long, avec des appendices préhensiles pour saisir ses proies. Il y avait Hallucigenia, avec ses rangées d'épines et de tentacules, et Opabinia, avec ses 5 yeux et sa trompe en forme de pince. Ces créatures développaient des innovations biologiques qui n'avaient jamais existé auparavant. Des yeux capables de former des images, des coquilles et des carapaces dures pour la protection, des mâchoires et des dents pour saisir et mâcher. La prédation devenait une force majeure dans l'évolution, poussant les organismes à développer des défenses, ce qui poussait à son tour les prédateurs à devenir plus sophistiqués. Une course aux armements évolutifs était lancée. Mais pourquoi cette explosion de diversité s'est-elle produite précisément à ce moment? Les scientifiques débattent encore de cette question. Plusieurs facteurs ont probablement joué un rôle. Les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère avaient augmenté, fournissant l'énergie nécessaire pour soutenir des organismes plus grands et plus actifs. L'évolution de la prédation elle-même a créé de nouvelles pressions sélectives, accélérant l'innovation. Et des changements dans la chimie des océans ont peut-être facilité la formation de coquilles et de squelettes minéralisés. Le Cambrien a été suivi par l'Ordovicien, une période de 500 à 444 millions d'années avant le présent. Durant l'Ordovicien, la vie a continué à se diversifier dans les océans. Les récifs coralliens sont apparus, construits non par les coraux modernes, mais par des organismes apparentés.
Les premiers vertébrés, des poissons primitifs sans mâchoire, nageaient dans les mers. Et à la toute fin de l'Ordovicien, peut-être, les premières plantes ont commencé à coloniser la terre ferme. Cette colonisation terrestre était un défi immense. La Terre, jusqu'alors stérile, était un environnement hostile. Il n'y avait pas de sol organique, pas de protection contre les rayons ultraviolets du soleil qui frappaient sans merci, pas de support structurel fourni par l'eau. Les premières plantes terrestres étaient probablement de petits organismes simples, similaires aux mousses et aux hépatiques modernes, qui restaient près du sol et dans les zones humides. Mais elles ont ouvert la voie. Durant le Silurien, de 444 à 419 millions d'années, et surtout durant le Dévonien, de 419 à 359 millions d'années, les plantes terrestres ont explosé en diversité et en taille. Les premières plantes vasculaires sont apparues, avec des tissus spécialisés pour transporter l'eau et les nutriments. Cela leur a permis de grandir plus haut, de s'éloigner des zones humides. Les premières forêts ont commencé à couvrir les continents, composés de fougères arborescentes et de plantes apparentées. L'atmosphère du Carbonifère contenait beaucoup plus d'oxygène qu'aujourd'hui, peut-être jusqu'à 35% comparé aux 21% actuels. Cette richesse en oxygène a permis aux arthropodes d'atteindre des tailles gigantesques. Des libellules avec des envergures de 70 cm volaient dans les airs. Des mille-pattes de 2,5 mètres de long rampaient sur le sol, et des scorpions de mer géants chassaient dans les eaux peu profondes. Les amphibiens se sont diversifiés et certains sont devenus les prédateurs dominants des écosystèmes terrestres. Mais un nouveau groupe émergeait aussi, les reptiles. Les reptiles avaient un avantage crucial sur les amphibiens. Ils pondaient des œufs amniotiques, des œufs avec une coquille et plusieurs membranes protectrices qui permettaient le développement de l'embryon dans un environnement aquatique privé. Ces œufs pouvaient être pondus loin de l'eau, libérant les reptiles de leur dépendance aux milieux aquatiques pour la reproduction. À la fin du Paléozoïque, durant le Permien, de 299 à 252 millions d'années, les reptiles étaient devenus dominants. Certains étaient de féroces prédateurs, d'autres étaient des herbivores massifs. Un groupe particulier, les reptiles mammaliens ou synapsides, évoluait vers quelque chose de nouveau. Ils développaient des caractéristiques qui les distinguaient des autres reptiles. Des mâchoires et des dents plus complexes, probablement un métabolisme plus élevé, peut-être même de la fourrure. Les continents durant le Permien s'étaient de nouveau rassemblés en un supercontinent géant, Pangée. Presque toutes les terres émergées de la Terre étaient unies en une seule masse continentale massive, entourée par un océan global appelé Pantalassa. Pangée s'étendait du pôle Nord au pôle Sud avec des climats qui variaient du glacial au pôle au désertique aride dans les régions intérieures équatoriales. Et puis, il y a 252 millions d'années, la catastrophe a frappé. L'extinction de masse de la fin du Permien, la plus grande de toute l'histoire de la Terre, a anéanti jusqu'à 96% de toutes les espèces marines et environ 70% des espèces terrestres. On l'appelle parfois la Grande Mort. Les causes de cette extinction sont encore débattues, mais la plupart des scientifiques pensent qu'elle est liée à un événement volcanique massif. Dans ce qui est aujourd'hui la Sibérie, des éruptions volcaniques d'une ampleur presque inimaginable ont craché des millions de kilomètres cubes de lave et libéré d'énormes quantités de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces éruptions, appelées les trappes de Sibérie, ont duré peut-être 1 million d'années.
Le dioxyde de carbone et d'autres gaz ont provoqué un réchauffement climatique rapide et intense. Les océans se sont réchauffés et ont perdu leur oxygène. L'eau de mer est devenue acide. Les écosystèmes terrestres ont été perturbés par des températures extrêmes et des pluies acides. C'était un cauchemar environnemental à l'échelle planétaire. La vie a failli disparaître complètement. Pendant des millions d'années après l'extinction, les écosystèmes sont restés appauvris, avec peu de diversité. Mais la vie est résiliente. Lentement, très lentement, les survivants se sont diversifiés et ont rempli les niches écologiques vides. Nous entrons maintenant dans le Mésozoïque, l'ère du milieu, souvent appelé l'âge des dinosaures. Le Mésozoïque est divisé en 3 périodes. Le Trias, de 252 à 201 millions d'années, le Jurassique, de 201 à 145 millions d'années, et le Crétacé, de 145 à 66 millions d'années. Au début du Trias, le monde était encore en train de se remettre de l'extinction permienne, mais de nouveaux groupes commençaient à émerger. Les dinosaures sont apparus pour la première fois durant le Trias, bien qu'au début, ils étaient relativement petits et peu nombreux. Les premiers mammifères sont également apparus durant le Trias, de minuscules créatures nocturnes qui vivaient dans l'ombre des reptiles plus grands. Dans les océans, de nouveaux types de reptiles marins sont apparus. Les ichthyosaures ressemblant aux dauphins et les plésiosaures avec leurs longs cous et leurs corps massifs sont devenus les prédateurs dominants des mers. Et dans les airs, les ptérosaures, les premiers vertébrés capables de vol actif, planaient sur les vents. Le Trias s'est terminé par une autre extinction de masse il y a 201 millions d'années, probablement encore causée par des éruptions volcaniques massives. Mais cette extinction a ouvert la voie à la domination des dinosaures durant les périodes suivantes. Le Jurassique était véritablement l'âge d'or des dinosaures. Ils se sont diversifiés en une multitude de formes et de tailles, des petits prédateurs agiles de la taille d'un poulet, aux sauropodes géants comme Brachiosaurus et Diplodocus qui pouvaient peser jusqu'à 80 tonnes et mesurer plus de 30 mètres de long. C'étaient les plus grands animaux terrestres qui aient jamais existé. Stégosaurus se promenait avec ses plaques dorsales distinctives et sa queue armée de pointes. Allosaurus, un féroce prédateur, chassait en groupe. Et dans les airs, des ptérosaures de toute taille planaient, du petit Anurognathus, pas plus grand qu'un moineau, à Pteranodon avec son envergure de 7 mètres. Le Jurassique a également vu l'apparition des premiers oiseaux. Archaeopteryx, découvert dans des calcaires fins d'Allemagne, présentait un mélange fascinant de caractéristiques reptiliennes et aviaires. Des plumes et des ailes comme un oiseau, mais aussi des dents, des griffes sur les ailes et une longue queue osseuse comme un dinosaure. Il représente une transition évolutive magnifique, un pont entre les dinosaures théropodes et les oiseaux modernes. Durant le Jurassique et le Crétacé, Pangée a commencé à se fragmenter. L'océan Atlantique s'est ouvert progressivement, séparant ce qui deviendrait l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Afrique et de l'Europe. Cette fragmentation a eu des conséquences importantes pour l'évolution, car elle a isolé des populations d'animaux et de plantes, leur permettant d'évoluer indépendamment sur différents continents. Le Crétacé était une période de climat chaud. Il n'y avait pas de calotte glaciaire polaire. Les niveaux de la mer étaient élevés, inondant de vastes parties des continents et créant des mers peu chauffaudes intérieures. Des dinosaures massifs comme Argentinosaurus, peut-être le plus grand dinosaure de tous les temps, avec un poids estimé à 100 tonnes, parcouraient ces terres.
Le Crétacé a également vu l'apparition et la radiation explosive des plantes à fleurs, les angiospermes. Avant le Crétacé, les plantes terrestres dominantes étaient des gymnospermes, comme les conifères et des fourgets. Mais les angiospermes, avec leurs fleurs colorées et leurs fruits, avaient des avantages. Les fleurs attiraient des pollinisateurs comme les insectes, permettant une reproduction plus efficace. Les fruits encourageaient les animaux à disperser les graines. Les angiospermes se sont rapidement diversifiés et sont devenus dominants dans de nombreux écosystèmes. Cette diversification des plantes à fleurs a eu un effet cascade sur les écosystèmes. Les insectes qui pollinisaient les fleurs se sont diversifiés en parallèle. De nouveaux types de dinosaures herbivores sont apparus, adaptés à manger ces nouvelles plantes. C'était une coévolution à grande échelle qui a chaffonné les écosystèmes terrestres. Mais le règne des dinosaures touchait à sa fin. Il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé, un astéroïde d'environ 10 km de diamètre a percuté la Terre dans ce qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. L'impact a créé un cratère de 180 km de large et a libéré une énergie équivalente à des milliards de bombes atomiques. L'impact a été cataclysmique. Une boule de feu a incinéré tout dans un rayon de milliers de kilomètres. Des tsunamis géants ont balayé les côtes. Des débris éjectés dans l'atmosphère sont retombés sur toute la planète, déclenchant des incendies de forêt à l'échelle mondiale. Et surtout, la poussière et la suie dans l'atmosphère ont bloqué la lumière du soleil pendant des mois, voire des années, plongeant la Terre dans un hiver d'impact. Sans lumière du soleil, la photosynthèse s'est arrêtée. Les plantes sont mortes. Les herbivores qui dépendaient de ces plantes sont morts. Les carnivores qui dépendaient des herbivores sont morts. Les chaînes alimentaires se sont effondrées partout sur la planète. Environ 75% de toutes les espèces se sont éteintes, y compris tous les dinosaures non aviaires. Seuls les oiseaux, descendants directs des dinosaures théropodes, ont survécu parmi les lignées de dinosaures. Mais cette extinction massive a ouvert des opportunités pour d'autres groupes. Les mammifères, qui avaient vécu dans l'ombre des dinosaures pendant plus de 150 millions d'années, ont survécu. Ils étaient petits, certains pas plus gros qu'une souris, mais ils étaient adaptables. Ils pouvaient manger une variété de nourriture, ils avaient un métabolisme élevé qui leur permettait de rester actifs dans le froid, et beaucoup étaient nocturnes, ce qui les protégeait des pires effets de l'hiver d'impact. Nous entrons maintenant dans notre ère actuelle, le Cénozoïque, l'ère de la vie récente, qui commence il y a 66 millions d'années et continue jusqu'à aujourd'hui. Le Cénozoïque est parfois appelé l'âge des mammifères. Au début du Cénozoïque, dans une période appelée le Paléocène, les mammifères ont commencé à se diversifier rapidement pour remplir les niches écologiques laissées vides par l'extinction des dinosaures. En quelques millions d'années, ils sont passés de petites créatures nocturnes à une grande variété de formes et de tailles. Certains sont restés petits, d'autres sont devenus aussi grands que des ours ou même des éléphants. Les mammifères ont développé une incroyable diversité de modes de vie. Certains sont devenus des prédateurs agiles, d'autres des herbivores avec des systèmes digestifs complexes pour traiter les plantes. Certains sont retournés à la mer, évoluant en baleines et en dauphins, d'autres ont pris l'air, devenant des chauves-souris, les seuls mammifères capables de vol actif véritable. Durant l'Éocène, il y a environ 56 à 34 millions d'années, le climat était chaud et humide. Des forêts tropicales couvraient une grande partie de la planète, s'étendant jusqu'au pôle. C'était un monde sans glace. Des crocodiles nageaient dans les eaux arctiques et des palmiers poussaient en Alaska. Mais vers la fin de l'Éocène, le climat a commencé à se refroidir. L'Antarctique s'est séparé de l'Amérique du Sud, permettant la formation du courant circumpolaire antarctique qui a isolé le continent du Sud dans le froid.
Des calottes glaciaires ont commencé à se former en Antarctique. Cette tendance au refroidissement s'est poursuivie durant l'Oligocène et le Miocène. Durant le Miocène, il y a environ 23 à 5 millions d'années, les prairies se sont étendues. Ces vastes étendues d'herbe ont créé de nouveaux habitats et de nouvelles opportunités. Des mammifères herbivores se sont adaptés à manger de l'herbe, un aliment difficile à digérer en raison de sa haute teneur en silice. Les chevaux, les rhinocéros, les éléphants et de nombreux autres groupes ont évolué des dents à couronne haute capables de résister à l'usure de la mastication de l'herbe. Les prédateurs ont également évolué pour chasser ces herbivores dans les prairies ouvertes. Des félins comme les tigres à dents de sabre et les premiers ancêtres des lions et des léopards parcouraient ces plaines. Et c'est durant le Miocène que nos propres ancêtres, les premiers hominoïdes, vivaient dans les forêts d'Afrique. Ces primates étaient les ancêtres communs des grands singes modernes et des humains. Le Pliocène, il y a environ 5 à 2,6 millions d'années, a vu l'apparition des premiers hominidés bipèdes en Afrique. Des créatures comme Australopithecus marchaient debout sur 2 jambes, une adaptation cruciale qui libérerait les mains pour manipuler des outils. Puis vint le Pléistocène, il y a environ 2,6 millions d'années à 11 700 ans, une époque dominée par les cycles glaciaires. Durant cette période, d'immenses calottes glaciaires avançaient et reculaient de manière cyclique, couvrant parfois une grande partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Ces périodes glaciaires étaient entrecoupées de périodes interglaciaires plus chaudes. Ces changements climatiques ont eu un impact profond sur l'évolution humaine. Nos ancêtres du genre Homo sont apparus il y a environ 2,8 millions d'années. Ils ont développé des cerveaux plus grands, fabriqué des outils de plus en plus sophistiqués et maîtrisé le feu. Différentes espèces d'Homo ont existé, certaines coexistant dans le temps et l'espace. Homo sapiens, notre espèce, est apparue en Afrique il y a environ 300 000 ans. Nous avons développé un langage complexe, de l'art, des rituels et des technologies sophistiquées. Il y a environ 70 000 ans, un petit groupe d'Homo sapiens a quitté l'Afrique et a commencé à se répandre à travers le monde, rencontrant et parfois se mélangeant avec d'autres espèces humaines comme les Néandertaliens en Europe et les Dénisoviens en Asie. Il y a environ 11 700 ans, la dernière période glaciaire s'est terminée et nous sommes entrés dans l'Holocène, l'époque géologique actuelle. Le climat s'est réchauffé, les glaciers ont reculé et les niveaux de la mer ont augmenté d'environ 120 mètres, inondant de vastes zones de terre basse et créant la géographie côtière que nous connaissons aujourd'hui. L'Holocène a vu l'émergence de la civilisation humaine. Il y a environ 12 000 ans, dans le croissant fertile du Moyen-Orient, les humains ont commencé à domestiquer des plantes et des animaux, passant d'un mode de vie de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture. Cette révolution néolithique a permis la croissance de populations plus importantes et la formation de villes, d'États et finalement de civilisations complexes. Au cours des derniers millénaires, l'impact de l'humanité sur la planète a augmenté de manière exponentielle. Nous avons transformé les paysages, construit des villes immenses, développé des technologies qui nous permettent de manipuler notre environnement à une échelle sans précédent. Nous avons commencé à modifier le climat de la Terre en libérant des quantités massives de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en brûlant des combustibles fossiles qui sont les restes de plantes et d'animaux qui vivaient il y a des centaines de millions d'années. Certains scientifiques proposent que nous sommes entrés dans une nouvelle époque géologique, l'Anthropocène, l'âge de l'humain, où notre espèce est devenue une force géologique capable de modifier les systèmes planétaires.
C'est un moment de responsabilité profonde et de réflexion sur notre place dans le grand récit de l'histoire de la Terre. Car en regardant en arrière sur ces 4,6 milliards d'années, nous voyons une histoire extraordinaire de transformation, de résilience et de créativité évolutive. La Terre a été un monde infernal de roches fondues, une boule de glace recouverte de glaciers, un paradis tropical luxuriant, une plaine aride. Elle a supporté des bombardements d'astéroïdes, des éruptions volcaniques cataclysmiques, des extinctions de masse qui ont anéanti la majorité de la vie, et pourtant, la vie a toujours persisté, s'est toujours adaptée, a toujours trouvé un chemin. Les continents ont dansé leur lente valse géologique, se rassemblant et se séparant dans un cycle qui continue encore aujourd'hui. Les océans ont monté et descendu, l'atmosphère a changé de composition à plusieurs reprises, de sans oxygène à riche en oxygène, influençant profondément le cours de l'évolution. Et tout au long de cette immense étendue de temps, la vie a évolué d'organismes unicellulaires, invisibles à l'œil nu, à la richesse incroyable de formes que nous voyons aujourd'hui. Les baleines qui chantent dans les profondeurs océaniques, les séquoias géants qui s'élèvent vers le ciel, les papillons qui migrent sur des milliers de kilomètres, les coraux qui construisent des récifs, les champignons qui décomposent et recyclent, les bactéries qui vivent dans les environnements les plus extrêmes, des sources chaudes volcaniques aux lacs gelés de l'Antarctique. Nous, les humains, sommes les nouveaux venus dans cette histoire. Si nous condensons toute l'histoire de la Terre en 24 heures, notre espèce n'apparaît que dans les dernières secondes avant minuit. Et pourtant, dans ce bref instant, nous avons développé la capacité de comprendre cette histoire, de lire les archives de la Terre dans ses roches, ses fossiles, ses glaciers. Nous pouvons regarder en arrière sur le temps profond et voir d'où nous venons. Cette perspective est à la fois humiliante et inspirante. Humiliante parce qu'elle nous rappelle que nous sommes une partie infime d'une histoire beaucoup plus grande, que des éons entiers se sont écoulés avant notre apparition et que des éons continueront probablement après nous. Inspirante parce qu'elle nous montre que nous faisons partie de quelque chose de magnifique, d'un processus évolutif et géologique qui a transformé une boule de roches fondues en un monde vivant, respirant, pensant. Les roches sous nos pieds portent les mémoires de ces temps anciens. Chaque couche de sédiments est une page dans le livre de l'histoire terrestre. Les fossiles enchâssés dans le calcaire nous parlent d'océans qui existaient il y a des centaines de millions d'années. Les cristaux de zircon, minuscules grains résistants, nous donnent des aperçus de l'ADN, préservant des traces chimiques d'un monde que nous ne verrons jamais directement. Les glaciers de l'Antarctique et du Groenland contiennent des bulles d'air anciens piégées dans la glace, nous permettant d'analyser l'atmosphère d'il y a des centaines de milliers d'années. Les anneaux des arbres enregistrent les variations climatiques année après année. Les stalactites et stalagmites dans les grottes croissent lentement, couche par couche, enregistrant les changements de température et de précipitation sur des millénaires. Toute la Terre est une archive, un musée géologique vivant où chaque pierre, chaque montagne, chaque vallée raconte une partie de l'histoire. Les Alpes et l'Himalaya, ces chaînes de montagnes majestueuses, se sont formées par la collision de plaques continentales, un processus qui a pris des dizaines de millions d'années et qui continue encore aujourd'hui. Le Grand Canyon, avec ses strates colorées s'étendant sur près de 2 milliards d'années d'histoire géologique, est un livre ouvert où les géologues peuvent lire l'histoire de cette région. Les plaines abyssales au fond des océans sont les endroits les plus plats de la Terre, recouverts de sédiments qui pleuvent lentement depuis la surface pendant des millions d'années.
Les dorsales océaniques, ces chaînes de montagnes sous-marines qui s'étendent sur plus de 65 000 km autour du globe, sont les lieux où de nouvelles croûtes océaniques naissent continuellement, remontant du manteau dans un processus qui n'a été compris que dans les années 1960. La théorie de la tectonique des plaques, cette découverte révolutionnaire qui a unifié notre compréhension de la géologie, nous montre que la Terre est dynamique, que sa surface est en mouvement constant. Les plaques continentales dérivent à la vitesse à laquelle poussent nos ongles, quelques centimètres par an. Mais sur des millions d'années, ces minuscules mouvements transforment complètement la face de la planète. Il y a 250 millions d'années, toutes les terres émergées étaient unies en Pangée. Dans 50 millions d'années, l'Afrique aura continué à remonter vers le nord, fermant la Méditerranée et créant une nouvelle chaîne de montagnes. L'Australie aura dérivé vers le nord et pourrait entrer en collision avec l'Asie du Sud-Est. L'Atlantique continuera à s'élargir, tandis que le Pacifique rétrécira. Dans 250 millions d'années, les continents pourraient se rassembler de nouveau en un nouveau supercontinent, que certains scientifiques ont déjà surnommé Pangée Ultima ou Amazie. Et ce cycle continuera, car tant que l'intérieur de la Terre reste chaud, tant que le manteau convecte et que le noyau externe de fer liquide génère le champ magnétique terrestre, la tectonique des plaques continuera. Les volcans continueront à érupter, les tremblements de terre continueront à secouer le sol, les montagnes continueront à s'élever et à s'éroder. La Terre restera une planète vivante, géologiquement active. Le champ magnétique terrestre, d'ailleurs, est crucial pour la vie. Il nous protège du vent solaire, ce flux constant de particules chargées émises par le Soleil. Sans ce bouclier magnétique, le vent solaire éroderait progressivement notre atmosphère, comme cela s'est produit sur Mars, qui a perdu son champ magnétique il y a des milliards d'années. Le champ magnétique n'est pas stable, il fluctue en intensité et s'inverse de temps en temps, le pôle nord magnétique devenant le pôle sud et vice-versa. Ces inversions se sont produites des centaines de fois dans l'histoire de la Terre, enregistrées dans les roches volcaniques qui ont préservé l'orientation du champ magnétique au moment où elles se sont solidifiées. Le Soleil lui-même évolue. Il est environ 30% plus lumineux aujourd'hui qu'il ne l'était lors de la formation de la Terre. Cette augmentation de luminosité a des implications pour le climat terrestre. Au début de l'histoire de la Terre, avec un Soleil plus faible, notre planète aurait dû être gelée selon les calculs simples. Pourtant, nous savons qu'il y avait de l'eau liquide dès 4 milliards d'années. Comment est-ce possible ? Probablement grâce à une atmosphère beaucoup plus riche en gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane, qui ont compensé la luminosité solaire plus faible. Au fil du temps, à mesure que le Soleil est devenu plus brillant, ces gaz à effet de serre ont été progressivement éliminés de l'atmosphère par divers processus géologiques et biologiques, maintenant les températures terrestres dans une gamme habitable. C'est un exemple de ce que les scientifiques appellent parfois l'hypothèse Gaïa, l'idée que la Terre se comporte en quelque sorte comme un système autorégulé qui maintient des conditions propices à la vie. Bien que controversé dans ses formes les plus fortes, il est indéniable que la vie et les processus géologiques terrestres sont profondément entrelacés et s'influencent mutuellement. Les cyanobactéries ont transformé l'atmosphère en produisant de l'oxygène. Les plantes terrestres ont altéré le climat et créé des sols. Les organismes marins construisent des récifs et des coquilles qui deviennent du calcaire, séquestrant le carbone. Les forêts absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Le plancton océanique fait de même dans les mers.
Ces organismes microscopiques produisent environ la moitié de l'oxygène que nous respirons. Et nous, les humains, avec notre technologie et notre impact croissant, sommes maintenant une partie de ce système. Nos choix et nos actions influencent la trajectoire future de la Terre. C'est une responsabilité que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. En contemplant le temps profond, on peut se sentir écrasé par son immensité. 4,6 milliards d'années. Comment pouvons-nous vraiment comprendre une telle durée? Peut-être qu'une façon est de réaliser que chaque instant du présent est construit sur tous ces moments passés. L'oxygène que vous respirez a été produit par la photosynthèse, un processus inventé il y a 3 milliards d'années. Le calcium dans vos os provient d'étoiles mortes depuis longtemps, explosées en supernova avant que le système solaire ne se forme, dispersant leurs éléments dans l'espace où ils ont été incorporés dans la nébuleuse solaire qui a donné naissance au Soleil, à la Terre et finalement à vous. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Chaque atome de votre corps, à l'exception de l'hydrogène qui date du Big Bang lui-même, a été forgé dans le cœur d'une étoile ou dans l'explosion d'une supernova. Le fer dans votre sang, le carbone dans vos cellules, l'azote dans votre ADN, tous ces éléments ont des histoires qui remontent aux origines de l'univers. Et votre lignée évolutive s'étend en arrière dans le temps profond, à travers des milliers de générations d'Homo sapiens, à travers des millions de générations de primates, de mammifères, de tétrapodes, de poissons, jusqu'aux premiers eucaryotes et finalement jusqu'à ce premier organisme autoréplicateur qui a émergé dans les océans archéens. Vous êtes littéralement le résultat de 4 milliards d'années d'évolution ininterrompue. Votre existence est le témoignage de l'incroyable résilience de la vie. Mais la plupart des espèces sur Terre aujourd'hui sont jeunes à l'échelle géologique, ayant évolué au cours des derniers millions d'années. Les humains modernes, comme nous l'avons dit, n'ont que 300 000 ans. Les grands félins, comme les lions et les tigres, sont apparus il y a quelques millions d'années. Les éléphants modernes, environ 5 millions d'années. Même des groupes qui nous semblent anciens et immuables sont en réalité des arrivées relativement récentes. Et la vie continue à évoluer. L'évolution ne s'est pas arrêtée. Elle se poursuit à chaque génération, dans chaque population d'organismes. Les bactéries développent une résistance aux antibiotiques. Les insectes s'adaptent aux pesticides. Les pinsons des Galapagos, ces oiseaux que Darwin a étudiés, continuent à évoluer en réponse aux changements dans leur environnement. L'évolution est un processus continu, pas un événement du passé. Pour notre propre espèce, l'évolution biologique continue probablement aussi, bien qu'un rythme peut être ralenti par la technologie médicale et les structures sociales qui réduisent la pression sélective. Mais nous évoluons aussi culturellement à une vitesse vertigineuse. Nos technologies, nos systèmes sociaux, nos connaissances accumulent et changent d'une génération à l'autre d'une manière qui n'a pas d'équivalent chez d'autres espèces. Cette capacité d'accumulation culturelle nous donne un pouvoir immense. Nous pouvons apprendre des générations passées sans avoir à redécouvrir nous-mêmes chaque connaissance. Un étudiant aujourd'hui peut apprendre en quelques années ce qui a pris des siècles à découvrir. Nous construisons sur les épaules de géants, comme l'a dit Isaac Newton. Et cette accumulation de connaissances nous a donné la capacité de comprendre notre propre histoire. Nous pouvons maintenant lire le livre de la Terre, déchiffrer les messages codés dans les roches et les fossiles. Nous pouvons reconstruire les climats du passé, les positions des continents, les formes de vie qui existaient. Nous pouvons voir notre place dans le grand flux du temps. Cette perspective, cette compréhension du temps profond peut changer notre façon de voir le monde.
Elle nous rappelle que les choses que nous considérons comme permanentes, les montagnes, les océans, même les continents, sont en réalité temporaires à l'échelle géologique. Tout change, tout s'écoule, rien n'est éternel. Mais elle nous rappelle aussi que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, d'une histoire qui a commencé il y a des milliards d'années et qui continuera longtemps après nous. Nous sommes un chapitre dans cette histoire, un moment dans le grand récit de la Terre. Quel genre de chapitre serons-nous? Quel héritage laisserons-nous dans les strates du futur? Ces questions ne sont pas simplement philosophiques, elles ont des implications pratiques pour la façon dont nous vivons, pour les choix que nous faisons en tant qu'espèce. Si nous comprenons que nous faisons partie d'un système planétaire interconnecté, que nos actions ont des conséquences qui peuvent durer des millénaires, peut-être prendrons-nous des décisions différentes, plus sages, plus durables. Le temps profond nous enseigne la patience aussi. Les grands changements géologiques prennent du temps, des millions d'années. Les montagnes ne se soulèvent pas en une nuit. Les espèces n'évoluent pas en quelques générations, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La nature opère sur des échelles de temps qui dépassent de loin notre expérience humaine. Et pourtant, les humains peuvent provoquer des changements rapides, presque instantanés à l'échelle géologique. L'extinction des grands animaux de l'âge glaciaire, les mammouths, les paresseux géants, les tigres à dents de sabre, s'est produite en quelques millénaires, coïncidant avec l'expansion des humains modernes. Notre impact actuel sur le climat se déroule sur des décennies et des siècles, un clin d'œil géologique, mais avec des conséquences qui pourraient persister pendant des millénaires. Nous avons la capacité de modifier les systèmes terrestres à une vitesse sans précédent. C'est à la fois notre pouvoir et notre responsabilité. Nous sommes, pour autant que nous le sachions, la première espèce dans l'histoire de la Terre à être consciente de sa propre évolution évolutive, à comprendre le fonctionnement de la planète et à avoir la capacité de modifier intentionnellement ces systèmes. Que ferons-nous de cette connaissance et de ce pouvoir? C'est la question de notre époque. Et peut-être, en réfléchissant au temps profond, en contemplant les milliards d'années qui nous ont précédés et les milliards qui pourraient suivre, nous trouverons la sagesse et l'humilité nécessaires pour faire les bons choix. Car la Terre continuera. Même si nous disparaissons, même si nous provoquons notre propre extinction, la planète persistera. Elle a survécu à des catastrophes bien pires que tout ce que nous pourrions faire. Elle s'est remise d'impacts d'astéroïdes, d'éruptions volcaniques massives, de périodes où elle était complètement gelée. La vie trouvera un moyen, comme elle l'a toujours fait. Dans quelques millions d'années, des nouvelles espaces auront évolué pour remplir les niches écologiques que nous aurons laissées vides. La planète se régénérera, les forêts repousseront, les océans grouilleront de vie. La grande histoire continuera. Mais nous, les humains, nous voulons seulement que la vie continue sans nous. Nous voulons être là, participer à cette histoire, voir ce que le futur apporte. Et donc, nous devons prendre soin de notre monde, comprendre notre place dans le temps profond et agir avec la sagesse que cette compréhension apporte. Alors ce soir, en vous endormant, pensez au temps profond. Pensez aux milliards d'années qui nous ont précédés, aux transformations incroyables que la Terre a subies, aux innombrables vies qui sont venues et disparues. Pensez au fait que vous êtes le résultat de cette longue histoire, que vous portez en vous les traces de 4,6 milliards d'années d'évolution planétaire et biologique. Vous êtes poussière d'étoiles qui s'est réveillée et qui contemple les étoiles. Vous êtes l'univers prenant conscience de lui-même. Et dans ce moment, maintenant, vous faites partie de la grande histoire de la Terre, de son âge profond qui s'étend derrière et devant nous comme un océan de temps.
Dormez bien, en sachant que vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous-même, à une histoire épique de transformation et de vie qui continue, instant après instant, dans le flux éternel du temps cosmique. Et si vous avez apprécié ce voyage à travers l'âge profond de notre planète, n'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne La Science pour dormir, pour plus d'histoires scientifiques apaisantes qui vous accompagneront dans vos nuits. Bonne nuit, et que vos rêves soient remplis des merveilles du temps profond.